immense détresse. L'horreur. L'horreur et un trou noir. C'est vraiment l'enfer qu'on vit. SOS Dépression, j'écoute. SOS Dépression, j'écoute. J'en ai assez, je suis dans la précarité. J'ai même pas quelqu'un avec qui partager ça. Je suis toute seule, j'en ai marre, quoi. Qu'est-ce qui vous apaiserait? Là, par exemple, ce soir, qu'est-ce qui pourrait vous apaiser? Ce soir, quelque chose qui me rassure, déjà de pas sentir cette angoisse dans la poitrine partout, là, ça, c'est vraiment... Si vous voulez me dire quelque chose. Quand bien même, je vous dis, c'est pas pour autant que vous... L'écoute, c'est remarquable, que ce soit sur la ligne ou en visite, puisqu'il n'y a plus tellement de paroles, finalement, dans le monde actuel. Si vous voulez, ça ne passe plus. Les gens ne prennent plus le temps. Les gens semblent se désintéresser les uns des autres. Donc ce sont des moments extrêmement privilégiés et très forts. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui nous appellent, ils n'ont jamais parlé d'eux-mêmes, véritablement, ça il faut le savoir. Ils n'ont jamais pu, je ne parle pas de livrer des secrets, je veux dire parler d'eux, tout simplement. On va capter l'émergence des idées suicidaires et on va, grâce à une écoute quand même assez spécifique, se rendre compte que de l'état dans lequel la personne s'est engagée dans ce nous semble être une trajectoire. C'est plus une écoute qu'une parole. Juste donner la possibilité d'avoir un lieu, d'avoir une ligne téléphonique où on peut dire « ça va pas ». Je n'en peux plus, quand je vous dis je n'en peux plus, je n'en peux plus. Depuis 14 ans, au cœur de Paris, SOS Dépression reçoit entre 20 et 50 appels par soir. Des étudiants en psychologie et des psychiatres se relaient jour et nuit pour assurer l'écoute et l'urgence de ceux qui dépriment, vivent une crise d'angoisse ou ont envie de mourir. Elle a besoin que je l'aide, pardon. Vous allez sur une urgence? Je pars sur une urgence pour un enfant de 10 ans. Tu vas alors? Qui sont un petit peu suicidaires. Pas bien du tout. Le problème, c'est de trouver une bonne distance entre... pour à la fois pas être trop loin, du patient, de la personne qui téléphone, et à la fois pas être trop près pour pas se faire bouffer. Mais bon, on est humain, quoi, avant d'être psychologue, et il y a vraiment des moments où on se sent pris un peu dans la souffrance, quoi. SOS Dépression, j'écoute. Je suis un petit peu embêtée parce que je viens d'avoir un coup de fil. Ce soir-là, Martine a appelé SOS Dépression. À 50 ans, elle est accablée par une dépression nerveuse, un divorce, 2 chômages successifs dont le dernier dure depuis 4 ans. Après une tentative de suicide, elle vit à Bagneux dans une très grande solitude. Pourquoi vous avez appelé SOS Dépression? Oh bah parce que ce jour-là, j'allais vraiment très très mal. C'est pas la première fois que je les appelle, hein. J'allais vraiment très mal. Et puis de toute façon, ça paraît toujours surprenant de vous dire ça en faisant un puzzle, hein, c'est clair, mais ça fait quand même des années et des années que j'évite certains endroits. J'évite vraiment certains endroits. On va dire que je prends l'autobus au lieu de prendre le métro, par exemple. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis attirée par les rails du métro. Je suis pas quelqu'un de démissionnaire, mais je suis fatiguée. Je suis vraiment très fatiguée, j'en ai assez. Donc des fois... Vous sortez? Non, je sors pas beaucoup parce que sortir, malgré tout, ça implique des choses à voir, des envies extérieures, donc j'ai pas les moyens. Donc pour éviter de les avoir, eh bien, je vais nulle part. Vous recevez? Ah, plus du tout. Vous avez de la chance? Non, plus du tout. Pas du tout. Ça aussi, c'est très difficile. C'est une question de moyens. Alors, on peut partager un plat de pâtes, mais il arrive un moment où même un plat de pâtes, on a du mal à le partager. C'est difficile. Les comprimés anti-machin, ça vous aide, c'est clair, hein, on ne va pas dire le contraire. De toute façon, vous ne calculez plus rien. Hein. Donc, ces petits machins-là sont censés vous donner une pêche d'enfer. Petit à petit, effectivement, le circuit se remet. Bon, d'accord. Lorsqu'on s'écroule, il y a une raison. Il y a toujours une raison, une vraie raison qui date des fois de très très loin. À partir de là, si on ne trouve pas cette raison,
Ben, on y retourne, hein. D'ailleurs c'est pour ça que j'y suis retournée. C'est très clair. Vous avez essayé de faire une psychothérapie? Ah, surtout pas. Vous n'avez vu personne? Non, j'ai vu, on va dire, 2 fois, 2 personnes différentes, 3-4 fois, 3-4 séances. Et ce fut difficile, laborieux, et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le silence, par contre. Ça m'a énormément aidée. Donc j'étais face à quelqu'un qui probablement attendait... moi, c'est pas du tout ce que j'attendais. Ma demande, elle n'était pas du tout située face à cette personne. Donc, on s'est regardé pendant très longtemps. Ça m'a coûté de l'argent, c'est sûr, mais bon, une fois qu'on a dit ça, j'ai pas récupéré d'aide. Hein. Est-ce que c'est une manière de vivre d'être dépressive? On choisit pas. Hein. On choisit pas. Je vous dis de 2 choses l'une, où on ne connaît pas les causes, on la voit pas arriver. Et on se trouve, comme il y a 15 ans, à se demander comment on fait pour cuire un poulet. Parce que moi, j'en étais arrivée là, ça paraît dément. Mais c'est un exemple que je vais vous donner, parce que mon ex-mari, qui était donc avec moi à l'époque, moi, je lui disais, comment tu vas faire pour aller chercher le poulet au marché et le faire cuire? Vous voyez l'état d'un dépressif. Moi, me lever, faire les choses minimum, c'est-à-dire me laver, me doucher, aller chercher un poulet et le cuire, dans une journée, c'était pas possible. Ce n'était pas possible. J'aimerais bien que les gens qui m'aiment, au lieu d'avoir une espèce de carapace incroyable et je vous dis de se contenter de me secouer, me disent plus facilement, écoute, tu nous fais peur, tu nous inquiètes, plutôt que de me donner l'impression qu'ils en ont rien à secouer et que c'est moi qui me secoue pas. Ça vous aiderait vraiment? Ah, bien sûr. Précarité, rentabilité, efficacité font la loi dans le monde du travail. Tout va trop vite pour la majorité des cadres. Ils ont le blues et chaque jour ils doivent se surpasser pour être à la hauteur. Le Bureau international du travail estime le coût du stress à 200 milliards de dollars par an, soit 10 fois le coût des grèves ou le bénéfice cumulé des 500 premières entreprises mondiales. En France, la CGC a créé un observatoire du stress. Les médecins du travail sont les premiers à constater que le stress est un facteur de dépression. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont en cause. Il y a la quantité de travail qui s'accroît, les 35 heures qui permettent de faire sauter beaucoup de petites pauses, beaucoup de petites régulations qui étaient importantes pour améliorer le fonctionnement des services, entre les services. Dès que quelqu'un est un peu fragile, dès qu'il le signale, dès qu'il le dit, il sort des trajectoires de progression, ça c'est clair. Il devient, comme on dit, un loser. Parce qu'actuellement, la technique patronale se dit oui, mais il est fragile, il n'est pas fort, il n'est pas un gagnant, il a des problèmes chez lui, ou il a des problèmes d'argent ou personnels. Et jamais on pense au travail. Trop de pression professionnelle, une vie qui bascule, et c'est la dépression qui menace. Avec elle, une question fondamentale se pose. Suis-je à la hauteur? C'était à Pâques, il y a 6-7 ans. Je vais partir en week-end et j'ai dit à ma femme, je suis fatigué, je voudrais rester à la maison tranquille, je veux dormir, je suis fatigué. C'est vrai, bon, c'est vrai que je suis un peu sur la corde. Hein. Je me suis effondré et ça a duré 4-5 jours. Je ne me suis pas relevé. J'ai dormi pendant 4-5 jours. Donc évidemment, panique totale, parce que plus envie de parler, enfin vraiment un sommeil, mais j'arrivais à dormir profondément, pas m'alimenter, je dormais. À 47 ans, Serge décide de se faire hospitaliser à la clinique du château de Garches. C'est sa 2e dépression nerveuse. Pour une efficacité thérapeutique plus grande, le docteur Cuche lui prescrit des antidépresseurs sous perfusion quotidienne. Serge Juliel est styliste de mode et chef d'une petite entreprise. Seulement voilà, une vie trépidante, trop de responsabilités, trop de contrats à gérer et le doute qui s'installe. Il me fait passer devant tout le monde. C'est vrai? Les réussites, les échecs, les contrats qui s'annulent, d'autres les nouveaux. Il faut toujours un peu paraître aussi, il faut être enthousiaste, il faut... et puis bon, dès l'instant qu'on fait un métier créatif... C'est vrai que ça engendre, enfin, le métier styliste engendre tout de suite, après tout un travail, tout un appui commercial derrière, il y a toute une suite. Donc c'est vrai que c'est à la base, on voit que le fruit est un petit peu
un petit peu piqué, ça fait peur. La dépression, c'est aussi d'être seul. Enfin, il m'arrivait de penser 2 jours avant à un coup de téléphone et de ne pas pouvoir le faire. C'est-à-dire l'appréhension, c'est fou, et en sachant très bien que j'allais pas le faire. Malgré le cadre reposant et luxueux de la clinique, Serge se sent encore épuisé. C'est l'un des premiers symptômes de la maladie qui anéantit progressivement le goût de vivre. 3 semaines de prise en charge totale et les visites quotidiennes de sa femme devraient l'aider à s'en sortir. Tu es resté combien de temps ici? Tu sais pas du tout. Je sais pas. Il ne disait pas un mot, il ne parlait jamais de rien. Il fallait lui parler de rien. Vous étiez face à un mutisme complet. Je ne savais pas comment m'y prendre. Et j'avais l'impression que quoi que je fasse, ça ne le touchait pas. Donc ça, c'est un peu dur. J'ai un fils qui a 15 ans et il m'est arrivé plusieurs fois. Bon, moi, j'ai un travail, je suis en freelance, donc je bouge beaucoup dans Paris. Et je regardais l'heure, je me disais, tiens, Gaspard va rentrer de l'école. Mon Dieu, et si son père s'était suicidé, qu'il le trouve? Là, je prenais une bouffée d'angoisse, puis bon, je me raisonnais, je me disais, mais non. Ce qui est dur à dire aussi, c'est qu'avec le temps, on s'habitue à voir les gens un peu moins bien, qu'on fait peut-être un peu moins attention, et qu'il faut faire attention, justement, de réagir le plus vite possible. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on est quand même très seul. Quand on vit avec la personne, on est très seul, dans le sens où on est seul à pouvoir juger de l'état. L'entourage est un élément capital dans le traitement de la dépression, mais il vient rarement à bout de la tristesse du malade. Pour aller plus vite, pour répondre aux offres publicitaires des laboratoires, et parce qu'ils sont efficaces, les antidépresseurs restent le meilleur remède. Ils lèvent les symptômes, mais selon les rapports des pouvoirs publics, ils sont prescrits à tort et à travers, tant par les psychiatres que par les généralistes. 4 jours. La polémique, c'est pas on donne trop d'antidépresseurs aux déprimés. La polémique, c'est théoriquement, on donne trop d'antidépresseurs, toutes prescriptions confondues. Et parallèlement à ça, d'autres statistiques montrent que beaucoup de déprimés ne sont pas traités correctement et ne reçoivent pas d'antidépresseurs. Alors, je crois qu'il faut un petit peu raison garder. Je crois que nous faisons des progrès dans le traitement des déprimés, nous faisons des progrès dans la prescription d'antidépresseurs. Il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai qu'il y a des erreurs, c'est vrai qu'il y a des prescriptions peut-être discutables, mais quand même, dans l'ensemble, je dirais qu'il y a malheureusement encore trop de déprimés qui ne sont pas assez bien traités. Le généraliste est le premier médecin que l'on consulte en cas de syndrome dépressif. Vous savez, c'est pas très facile lorsqu'on voit quelqu'un qui est épuisé, fatigué, découragé, irritable, anxieux, qui est en train de remettre en cause ou en danger sa vie professionnelle ou sa vie familiale. C'est quasiment impossible pour le médecin généraliste de ne pas prescrire, de ne pas proposer en tout cas un antidépresseur, en sachant que dans 80% des cas, en 15 jours, les symptômes vont être levés. Alors après, on verra bien. Après, ce sera au patient lui-même d'en décider avec le médecin. Médicaments ou psychothérapie, les 2 traitements sont préconisés simultanément ou successivement. Mais il faut trouver le bon dosage pour éviter la dépendance. On est rentré dans une société de performance où les performances insuffisantes peuvent faire l'objet d'aides extrêmement diverses, soit de type pharmacologique, soit de type thérapeutique, soit de drogue tout court. La drogue est l'horizon aujourd'hui, comme ça, fantasmatique du médicament psychotrope. On droguerait les gens avec ces molécules. Du côté des psychothérapies, elles ont connu une explosion, je le disais tout à l'heure, au cours des années 70, dans une perspective de libération, de croissance personnelle, de maîtrise du potentiel humain, n'est-ce pas? Chacun allait pouvoir aller à la conquête de son identité personnelle, de la maîtrise de sa vie, de son désir. C'était des instruments d'émancipation. Aujourd'hui, on a connu un
un retournement, c'est-à-dire qu'à l'horizon de la psychothérapie, il y a la secte, c'est-à-dire la dépendance totale à un maître. Deux formes de dépendance. Dépendance au produit, c'est la drogue, n'est-ce pas, les fantasmes de la drogue, et dépendance à l'égard de la secte. Hein. On sent qu'on a une même dynamique dans les deux cas, peu importe qu'il s'agisse de molécules d'un côté ou de relations entre personnes de l'autre. Il arrive pourtant que les médicaments et les psychothérapies restent sans effet sur cette longue maladie. Dans la tradition psychiatrique, et notamment ici à l'hôpital Sainte-Anne, on fait encore près de 2000 électrochocs par an. Le docteur de Carvalho et l'équipe du professeur Lowe utilisent les ECT, soit l'électroconvulsivothérapie, dans les cas des dépressions très graves. Marie a 54 ans. Ce jour-là, elle a rendez-vous à 8 h du matin pour son électrochoc mensuel. Depuis 20 ans, elle est atteinte d'une maniaco-dépression. C'est l'une des formes les plus sévères de la dépression, alternée avec des moments d'exaltation. Mais 20 ans d'antidépresseurs ne l'ont pas guérie. Les électrochocs sont sa dernière chance de répit. D'accord. Comme pour une intervention chirurgicale, Marie est sous anesthésie générale. On lui injecte aussi du curare pour obtenir un relâchement musculaire total et éviter de fortes convulsions au moment de l'électrochoc. On se souvient tous des bonds de Jack Nicholson dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais aujourd'hui, on en est bien loin. Alors vous allez respirer. Ah, pourquoi vous ne mettez pas l'oxygène? Bah, il est là à côté. Ah oui. Quand vous dormirez, je vous mettrai l'oxygène comme d'habitude. On fait comme d'habitude. Bien sûr, hein, bien voilà. sûr. Bah oui. Ça va? Vous vous sentez partir? Non, je mets un tampon entre les dents pour... Voilà, c'est mieux. Vas-y. Voilà. Okay. La crise convulsive a duré moins de 50 secondes. On a des événements aussi au niveau du rythme cardiaque. On a une tachycardie. Et puis, à la fin de la crise convulsive, on va prendre une tension artérielle qui va certainement être augmentée. Donc entre l'endormissement et finalement le réveil, il va se passer... en tout, 10 minutes. Madame? Comment ça va? Vous vous réveillez? Ça va? Ben, elle est un petit peu somnolente, un peu confuse, mais bon. Prenez le temps de vous réveiller, Ça vous va? avez le temps. Bon, elle aime bien se mettre sur le côté. Oui. Marie passe par une étape de confusion post-critique. Pendant 5 minutes, elle oscille entre sommeil et réveil. C'est l'un des effets secondaires de l'ECT. L'autre inconvénient touche la mémoire immédiate et la mémoire antérieure. Certains patients ont oublié des moments de leur vie. Il semblerait qu'ils recouvrent tous leurs esprits une fois la cure de CT terminée. Comment ça va? Ça va? Ben oui, comme tous les matins, je viens ici, où je passe et j'ai un peu de l'appréhension. Oui. Mais tout se passe bien. J'ai entièrement confiance dans l'équipe qui s'occupe de moi et voilà, Bon. j'ai confiance. Est-ce qu'on a fait le CT ou pas là? Oui, là on m'a Bon. dit qu'on l'avait fait. D'accord. Mais moi j'ai aucun souvenir. Vous n'avez aucun souvenir? Je me souviens être allongée, je me souviens qu'on me prend le bras, mais après je m'endors et je me souviens de rien. Bon, vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Là vous me posez une colle. Hein. Oui. Le jour où nous sommes... non. Vous savez quel mois on est là? Vous savez où vous êtes?
Je suis à l'hôpital Sainte-Anne. Ça, je sais, mais quel jour on est. C'est pas grave, hein, c'est Oui, non. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait une équipe de télévision? Oui, ça, je m'en souvenais, parce qu'au début, je n'étais pas très à l'aise, et puis tout s'est très bien passé, alors ça va, je supporte bien. D'accord. Ça ne tourne pas? C'est un traitement qui est parfaitement codifié à l'heure actuelle et que le CT en lui-même, l'électroconvulsivothérapie, ne fait pas mal. Mais ce que l'on provoque par un stimulus électrique, c'est une convulsion généralisée, une sorte de crise d'épilepsie, qui entraîne l'efficacité par un certain nombre de remaniements au niveau biologique, au niveau cérébral, qui sont assez complexes, assez diversifiés, mais qui entraînent une efficacité antidépressive qui est attestée maintenant de par le monde, par tous ceux qui pratiquent cette technique. Les antidépresseurs, comme les électrochocs, l'électroconvulsivothérapie, provoquent des effets que l'on appelle des effets trophiques, c'est-à-dire qu'ils provoquent non seulement une survie du neurone. Le neurone est la cellule élémentaire au niveau du cerveau qui permet la transmission de l'influx nerveux, la transmission des informations, mais que non seulement donc, il y a une survie neuronale plus importante, mais qu'il y a que l'ECT ou les antidépresseurs entraînent une plus grande connexion des neurones entre eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils font peur encore ? Je pense que ça fait peur parce que ça véhicule un certain nombre de fantasmes par rapport à l'électricité, par rapport à la torture, par rapport à des films comme Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal puisque les premiers médecins qui ont mis en place le CT l'avaient fait dans l'idée de combattre le postulat que certaines psychoses ou certaines maladies dépressives étaient incurables. Quand on vous a proposé les ECT, ça vous a fait peur ? J'ai eu un peu peur, mais j'en avais tellement assez que j'ai accepté, tout de suite. Donc ça a changé votre vie, les ECT ? Ah, complètement, complètement. Ça, j'ai dit au docteur Guillain qu'il était génial, que toute cette équipe m'avait énormément apporté. Et je viens de leur dire au docteur de Carvalho, je les remercie, je suis un peu émue, je les remercie infiniment parce que vraiment... Au moins, j'ai des journées normales, même si je travaille pas, même si je fais pas tout ce que je veux. Au moins, j'ai quand même des journées normales. Je suis capable de sortir, je suis capable d'aller quelque part. Alors que quand je suis dépressive, je fais rien. Hein, tout le monde m'aide. Je suis incapable de faire un repas. Hein. Vous attendez, oui, là une demi-heure de réunion et puis on s'occupe de vous après. D'accord ? Je peux pas. D'accord. Il ne pourra pas me le faire. Non, mais il est obligé de vous faire l'ordonnance et puis peut-être de vous voir. Le mot déprimé est un mot qui est utilisé à toutes les sauces et qui finit par être galvaudé. Quelqu'un qui n'a pas gagné au loto les 100 briques du week-end finit par se dire déprimé. La dépression, c'est vraiment un concept médical qui a tout son poids. Je crois que c'est faire insulte aussi aux gens qui sont déprimés quand on connaît toutes leurs douleurs morales, quand on connaît tout l'impact, le handicap social, professionnel, affectif, que de l'employer à toutes les sauces. C'est un état où on n'a plus cette modulation que l'on a normalement, qui nous permet de nous promener un peu sur la gamme de toutes nos émotions, en fonction des événements tristes ou gais. Le patient déprimé est fixé de façon relativement tenace à un état qui est caractérisé par la morosité, mais aussi par l'autodévalorisation, et ça c'est très très pénible, et ça fait partie, malheureusement, des risques suicidaires chez le patient déprimé qui à ce moment-là s'affuble de choses qu'il n'a pas faites et qui rend la prise en charge difficile. Merci à vous, hein. Merci pour... Vous savez ce que je pense, hein. Vous savez ce que je lui dis à chaque fois que je le vois, vous m'avez sauvé la vie. Je lui dis, hein, c'est pas vrai ce que je dis. J'irai peut-être pas jusque-là quand même. Ah, pas loin. Allez. Les patients dépressifs sont fragiles. Ils donnent aux médecins un rôle tout-puissant. Pourtant, eux aussi peuvent craquer. Le docteur Martin Winkler a écrit La maladie de Saxe en hommage à un ami médecin mort d'avoir trop absorbé la souffrance morale et physique de ses patients. C'est pas le fait de boire la souffrance de l'autre qui est agressif.
c'est le fait que la souffrance de l'autre renvoie à sa souffrance propre. Et que quand quelqu'un va venir vous parler, par exemple, de ses problèmes conjugaux ou du deuil qu'il a fait de son père ou de sa mère, et que vous-même, vous n'avez pas bien fait votre propre deuil d'une relation amoureuse ou d'une personne que vous aimiez, nécessairement, ça résonne de façon tellement vive que vous le prenez pas bien, quoi, que c'est quelque chose de très difficile à assumer. Ça fait partie des choses qu'on n'apprend pas aux médecins et qu'on ne pourrait leur apprendre qu'en leur faisant prendre conscience du fait que les symptômes dépressifs ou anxieux qu'ils rencontrent chez les anges sont les mêmes que ceux qu'ils éprouvent eux-mêmes. Or ça, surtout, on ne veut pas l'aborder. Parce que si vous l'abordez de plein fouet, vous êtes obligé de parler de la dépression et de l'anxiété des soignants et de la culpabilité des soignants. Il y a un sentiment d'indignité dans le fait que tout le monde attend de nous que nous soyons des sauveurs, des sauveteurs, alors qu'on est dans le même bain. Vous voyez ? Comme si on était dans une sorte de frêle esquif, tout le monde est autour de vous en train d'essayer de surnager. Vous êtes sur une barque qui tient un peu mieux l'eau et encore que les autres, mais vous ne pouvez pas faire monter tout le monde dessus. Et de toute façon, il n'y a pas d'île en vue. Nous avons retrouvé Marie chez elle, quelques heures après sa séance d'électrochoc. Les effets secondaires des ECT sur la mémoire ne se sont pas fait attendre. Oh là là, je crois que c'est 18,95. Attendez, je téléphone à mon mari. Oui, c'est Madame Estelle? Oui, Madame Estelle, excusez-moi, c'est Madame Estelle. J'ai un trou de mémoire, je me souviens plus du numéro de code. Ah oui, c'est ça, j'allais faire l'autre. Merci, hein, excusez-moi. Au revoir. Voilà, ça me revient. Vous allez faire vos courses maintenant? Là, je vais aller faire mes courses, oui, et puis j'ai repéré un... Oui, j'ai déjà oublié. Bon, mais ça vous intéresse pas, mais vous voyez, pour vous montrer, je viens de le voir et j'ai oublié. J'ai des trous de mémoire. Mais ça dure quelques jours après les ECT ou c'est tout le temps? C'est tout le temps, pendant tout le traitement. Mais après, ça, dès que le traitement est terminé, paraît-il, ça revient exactement comme avant. Comme j'avais une excellente mémoire, j'espère que c'est vrai parce que ça me manque. C'est pas très drôle d'aller à l'hôpital de jour, de passer ces journées comme ça, alors que j'étais super active, que je faisais beaucoup de choses. Mais je prends mon mal en patience, hein, j'ai pas le choix. Et l'espoir? Ben, j'espère qu'ils vont m'en sortir complètement. Hein. Ils m'ont demandé 2 ans. Donc encore une année. Vous voyez, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Encore une année. Mais c'est autre chose, la vie, maintenant. Ah oui, ça a complètement changé. Mais pour que ce soit apparemment complètement stabilisé, l'humeur, il faut attendre encore 1 an. Le mot maladie me gêne, ou alors il faudrait le prendre dans l'acception anglaise du terme, où il y a 3 mots pour désigner la maladie. Il y a disease, qui est la maladie correspondant au savoir du médecin. Il y a sickness, qui est ce qu'éprouve le malade, c'est sa vérité à lui sur ce qu'il ressent. Et il y a illness, qui est le regard des autres. Alors à ce moment-là, on approche la vérité, puisqu'on n'est jamais malade de manière isolée. On a une relation avec le corps soignant, on a une relation avec nos proches, et quand on veut vraiment soigner, eh bien, il faut faire alliance en tant que soignant avec le soigné, avec les siens et avec son entourage. Alors là, peut-être que le mot guérison prend du sens. La dépression est une maladie insidieuse. Quand on ne peut plus vivre son quotidien, quand l'entourage et les traitements sont insuffisants, on choisit l'hospitalisation. La parenthèse est parfois douloureuse, mais nécessaire. Nous avons passé quelques jours dans une clinique psychiatrique de la région de Montpellier. L'établissement a été créé dans les années 70, en pleine vogue de l'antipsychiatrie. Les blouses blanches y sont rares, les pathologies se mélangent, mais les malades encadrés par une équipe pluridisciplinaire prennent le temps de faire le point. À la clinique de la Lironde, les activités physiques et manuelles se succèdent.
Balnéothérapie, ateliers créatifs, psychodrame, musique ou gymnastique, chacun se soigne à son rythme et adapte son traitement médicamenteux. Le 5, tu vois, il fait Laurent a 30 ans. En 4 ans, il a glissé lentement vers la dépression, déclenchée par des ruptures sentimentales et professionnelles. Il a du mal à s'occuper de sa fille de 4 ans, il perd confiance en lui. C'est donc sur les conseils d'un ami psychiatre qu'il décide de se réfugier ici pour se faire soigner. Très bien. Vous vous mettez en rond. Quand on est dans ce genre d'établissement, le regard des autres, on s'en fout complètement aussi. C'est-à-dire qu'on soit zombie un jour ou qu'on soit en pleine forme l'autre jour, il n'y a aucun intérêt. Allez, allongez sur le dos. Les bras le long du corps. Bon, moi, je suis de nature plutôt joyeuse. Ces derniers temps, je ne l'étais plus. Et là, je suis en train de retrouver le goût de la vie. Je me remets à lire. J'écris énormément ici sur justement mes problèmes. Et bon, je tiens ça un peu comme un journal. Mais enfin, bon, il y a beaucoup de flashbacks et même d'anecdotes sur ma vie ici, quoi. Mais bon, je parle quand même surtout de moi. Et ce qui est marrant, c'est que je retrouve des sensations que j'avais quand j'étais étudiant. C'est-à-dire quand j'avais la vie facile. Ici C'est-à-dire mon esprit fonctionne vachement vite, contrairement à mes années, je dirais mes années argentées, mais pas dorées, quoi. C'est-à-dire quand je travaillais 11 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine, et où je gagnais beaucoup. Pour moi, c'est un nouveau départ, quoi. Là, je vais prendre une nouvelle route, quoi. C'est-à-dire je vais sortir de la propre dans ma tête, les idées bien en place, en espérant, enfin j'espère surtout acquérir la maîtrise des outils que j'ai en moi et pouvoir me stabiliser après, pour pouvoir vraiment vivre. Bonjour. 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 Toutes les productions vont rester internes à l'atelier. De même, ce qui se dit dans l'atelier ne sort pas. Chacun, s'il y a des choses dont vous avez envie de parler à votre médecin, vous pouvez le faire. Mais on ne parle pas de ce qui se passe ici, ni moi, je ne le fais pas, à l'extérieur de l'atelier. Ce jour-là, le travail d'écriture est basé sur 3 mots choisis librement. Vous êtes content de venir ici? De venir dans l'atelier, vous voulez dire? Ouais, c'est un atelier qui me plaît bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande liberté, je veux dire, dans ce qu'on va faire. Même si aujourd'hui on nous a dit de l'écriture, on arrive toujours à s'exprimer comme on veut, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de barrière, quoi. J'ai choisi ces mots parce que pour moi, quoi, c'est l'espérance. Déjà, il faut en avoir. Déjà, rien que ici, quoi, pour vouloir se soigner, faut espérer. Et c'est cette espérance qui nous donne cette force. Et puis, au niveau des 2 autres mots, la solidarité et le respect, c'est pour moi, ça, en quelque sorte, ça me consterne un peu, mais de voir aujourd'hui que ça n'existe presque plus, le sens de ces valeurs, quoi. Moi, j'ai l'impression que même en me baladant dans la rue, quoi, bon, je parle pas pour tout le monde, quoi, mais les 3/4 des gens, ils savent plus ce que c'est, quoi. À 18 ans, Régis veut rompre l'isolement et la tristesse dans lesquels il était. Aidé par une assistante sociale, il décide d'aller jusqu'au bout de son traitement. Et malgré son jeune âge, il accepte une longue hospitalisation. J'ai commencé à écrire quand je m'entendais plus trop avec mes parents. Puis le seul moyen pour moi de m'exprimer, ben, c'est d'écrire, quoi. Donc j'ai fait énormément de poèmes et
Puis moi, je considère ça comme une, entre guillemets, une autothérapie. Depuis quand tu souffres? Depuis, je dirais depuis que j'ai été abandonné à 3 ans, quoi. J'ai remarqué que bon, ça venait un peu de là, ça venait aussi de la relation que j'ai eue avec mes parents. Et... Tes parents? Oui, mes parents, oui, mes parents adoptifs. Et puis voilà, quoi, c'est... Et bon, là, il y a, je dirais, à peu près quelques mois, j'étais avec... je partageais des moments avec quelqu'un, puis d'un coup, du jour au lendemain, ça s'est arrêté, donc ça, en quelque sorte, pour moi, ça a aggravé les choses, quoi. Le meilleur moyen, en fait, pour se soigner d'une dépression, c'est de parler, quoi. Tout le monde le dit, tous les adultes que je côtoie, ils me le disent, donc... Même moi, je m'en rends compte, donc bon, petit à petit, j'arrive un peu plus à m'exprimer. Bon, j'ai encore du mal parce que bon, j'ai un côté réservé, puis j'ai pas une bonne, comment dire, j'ai pas un très bon vocabulaire, mais bon, ça viendra petit à petit. Je pense que le temps est l'un des grands facteurs pour soigner, quoi. Prendre le temps de parler, c'est accepter les bienfaits de la psychanalyse. Pour Jean-Pierre Winter, consultant à la clinique de la Lironde, l'analyse est aussi un moyen thérapeutique de traiter la dépression au-delà de ses phases aiguës. Si la personne qui vient parler de ce qui la préoccupe dans ce moment de dépression se dit que la dépression est aussi une chance, la chance d'en savoir un peu plus long sur soi, hein, c'est-à-dire d'approfondir le rapport qu'on a à ses sentiments, à ses pulsions, à l'entourage, à soi-même, etc. Ça peut aller relativement vite. Encore que je ne pourrais pas vous donner de chiffres, parce que évidemment, c'est tellement différent d'une personne à une autre qu'il n'y a pas de chiffre possible. Mais si la personne continue à vivre la dépression comme un ennemi, comme un état qu'il faut abattre, évidemment, ça risque de durer un petit peu plus longtemps. À la clinique, les soirées sont plus longues. Les équipes soignantes se relaient. Mais c'est aussi un moment où l'angoisse se fait plus forte et où la tension peut monter plus vite. Vous prenez quoi, doucement. Allez, 2 jours. On va mettre 2 jours. Allez, petit subutex, c'est ça. C'est casse la vitre autour de l'autre. Un petit subutex, c'est ça. Isabelle est institutrice. À 41 ans, elle est mère de 3 enfants. Depuis ce 2e séjour en clinique, elle commence à comprendre le sens de sa longue dépression. On y va. Doucement. Très bien. Allez, appuie avec ton pied maintenant. Doucement. Calmement. Calmement. Enfonce, enlève ta main de sa tête maintenant. C'est bien. Rassure-la avec ton pied. Rassure-la avec. Très bien. Regarde, elle rigole maintenant. Et tu la laisses sortir. C'est très bien. J'ai perdu ma mère il y a 5 ans et demi, étant enceinte de mon dernier enfant. Donc tant que j'étais enceinte, j'ai tenu le coup. Et au moment de la naissance de mon enfant, j'ai réalisé son absence au niveau physique. Viens la chercher tout de suite. Voilà. Et fais la glisser en douceur. Pas de... Très bien. Et là, j'ai vraiment senti un creux, mais vraiment un trou dans le ventre. J'ai pas trop fait attention sur le moment parce qu'on ne pense pas, on dit ça va passer. J'ai fait un refus de cet enfant parce que pour moi, il était lié à maman.
J'ai mélangé naissance, mort. J'ai commencé à arrêter de vivre. Et je m'aperçois maintenant que je m'interdisais de vivre puisque maman ne vivait plus. Donc j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de dormir. J'ai tout arrêté. J'ai fait une tentative de suicide. Puisque je pensais faire du mal. Très fortement, vraiment faire du mal à mes enfants et faire du mal à mon mari en étant présente. Le déprimé, c'est quelqu'un qui... La dépression, plus exactement, c'est un état dans lequel quelqu'un éprouve, interprète une perte d'objet, une perte d'amour, comme une frustration. C'est-à-dire comme quelque chose que quelqu'un lui a volontairement enlevé. C'est-à-dire pas une privation, c'est-à-dire quelque chose qui n'existerait pas, mais quelque chose que quelqu'un volontairement lui a enlevé. Ça déclenche un processus d'agressivité, mais c'est son interprétation des faits qui déclenche ce processus d'agressivité. L'agressivité n'est pas loin de la haine, et quand on éprouve de la haine, on se sent coupable. Cette haine qui a été éprouvée, on la retourne, sous l'effet de la culpabilité, on la retourne contre soi. Et c'est là que commence la dépression. Avec un bracelet. Alors là, vous avez un mètre. Vous le faire en bracelet, c'est plus simple. Je n'étais pas capable d'élever mes enfants. Je ne pouvais plus faire la cuisine. J'avais des problèmes de sexualité aussi, donc plus bonne épouse. Plus rien. Il n'y avait plus rien. Un trou. Maman m'a laissé un trou que je suis en train de combler petit à petit à l'aide de toute l'équipe d'ici. Paroles et musique font alliance lors des séances de musicothérapie. Quelques heures de détente, parfois d'angoisse, mais surtout l'occasion de pouvoir exprimer librement ses émotions. Le soleil, la mer, le calme. Et puis, dans le deuxième, c'était un peu plus mouvementé, pas forcément la tempête, mais un peu plus de vie, un peu plus... Bon, j'ai fait du bateau, donc ça m'a rappelé aussi ce que j'ai vécu. Et j'étais sur mon bateau, sur ma mer, sur mon océan, et tout était parfait, quoi. Après une journée bien remplie, il est important de s'accorder un peu de calme. Isabelle est fatiguée, elle préfère se réfugier dans sa chambre. Ce soir-là, elle a tenu à nous faire part des effets de notre présence. Vous avez hésité avant de parler devant la caméra? Oui. Pourquoi? Il y a des gens qui ne savent pas. Des gens assez proches. Donc, j'avais un petit peu peur qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, vous n'avez plus peur? Non, maintenant, je me dis, s'ils ne comprennent pas, tant pis. Ça me fait beaucoup de bien de parler, de vous parler. Depuis tout à l'heure, je me sens plus libérée. C'est comme si en un quart d'heure j'avais résumé 5 ans de ma vie et finalement le bilan n'est pas si négatif que ça, quoi. Malgré la souffrance, la dépression reste une possibilité de s'interroger sur soi-même. Isabelle, Laurent et les autres ont opté pour des traitements différents parce que la dépression n'est pas une fatalité. On peut en guérir.